la Méditerranée orientale, un petit focus sur la mer Noire, donc assez rapide, parce que la Méditerranée, comme disait Fernand Braudel, c'est 1000 choses à la fois, et en fait il y a une Méditerranée, mais en fait il y a plein de sous-zones en Méditerranée, et la Méditerranée orientale et la mer Noire sont des zones qui méritent un petit focus. Je parlerai ensuite des risques, tels qu'on les voit. Alors les risques, il y en a beaucoup, moi je parlerai essentiellement des risques sécuritaires évidemment. Une fois que vous aurez tout ce contexte, ce sera intéressant de voir quelles missions du coup remplissent les armées en Méditerranée. Quand je dis les armées, c'est bien sûr la marine, mais c'est aussi plus que ça, c'est les armées en général. Généralement, quand un marin vous parle, il va vous parler assez rapidement des missions. Bon, moi, en fait, je fais ça à la fin pour que vous voyez la pertinence des missions qu'on mène au regard de ce que je vous aurais dit avant. Et puis, en guise de conclusion, ce sera un volet très bref sur l'action de l'État en mer, qui est aussi quelque chose qu'on fait. Alors là, pour le coup, c'est proche de nos côtes, mais c'est complémentaire de tout ce dont je vous aurais parlé avant. Voilà. Et puis ensuite, on terminera par une séance, bien sûr, de questions. Alors, la souris ne marche pas. Alors, les constantes en Méditerranée. Donc là, c'est une planche avec quelques textes, et puis ensuite, il y a des cartes, je vous rassure. Alors, quand on prend la Méditerranée, qu'on la regarde, et qu'on se dit finalement qu'est-ce qui n'a pas changé, on peut dégager quelques idées. Et c'est des idées, je pense, assez saines pour tout ce qu'on fait, que ce soit maritime ou naval. Bon, la première chose, c'est que la Méditerranée, c'est petit. C'est une petite mer. On a coutume de dire que c'est une mare au canard, vue de chez nous, une mare au canard. Et quand on regarde la mer Noire, c'est presque une piscine. Voilà, donc, c'est vraiment des zones qui sont des cul-de-sac maritimes. Alors, globalement, pour un marin, il y a sûrement des marins dans la salle. Quand on dit que c'est petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez de Suez à Gibraltar réciproquement en 5 jours de mer, à une vitesse à peu près raisonnable. Et puis, entre les côtes de l'Algérie et la France, c'est 24 heures. Donc, c'est rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur stratégique en Méditerranée. La Méditerranée, c'est à peu près 1% de la surface des océans du monde. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, cette petite mer au milieu de l'Iter, elle est petite, et ça, c'est quelque chose qui se rappelle à nous quasiment en permanence dès qu'on planifie des opérations militaires en Méditerranée. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une juxtaposition de souveraineté. Donc il y a 22 États riverains en Méditerranée, ça c'est si je compte le pourtour méditerranéen. Si je rajoute la mer Noire, ça en fait quelques-uns en plus, qui sont des États qui sont reconnus, et parfois pas tous d'ailleurs, avec quelques exceptions. Et donc cet enchevêtrement d'États fait que vous avez, dans cette mer Méditerranée, qui est petite, je viens de le dire avant, un effet contaminant très vite, des crises sur le pourtour méditerranéen et qui peuvent très vite rebondir en mer. Et donc, quand les États s'entendent assez mal à terre, généralement, le conflit peut assez vite déborder en mer. Alors, pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir historiquement, dans les dernières décennies, enfin, en tout cas, au XXe siècle, il y a eu un peu une mise sous cloche de tous ces problèmes-là en mer, sauf que là, avec les enjeux dont je vais parler après, ça rejaillit, et donc les discordes à terre se retrouvent très très vite en mer. Et donc cette fragmentation de souveraineté fait que c'est un sacré casse-tête parfois en mer, même si on a un cadre qui est le droit maritime, le droit de la mer en général, et son application est compliquée. Le troisième point, qui est une grande constante aussi en Méditerranée, c'est que la Méditerranée, c'est, comme je le disais avant, c'est 1000 choses à la fois, et concrètement, c'est des niveaux de développement qui sont hyper hétérogènes. Donc vous avez 22 États qui sont au bord de la Méditerranée, qui n'ont à peu près rien à voir sur le plan évidemment culturel, civilisationnel, et puis de développement. Quand vous prenez l'indice de développement humain entre celui de la France et celui de la Syrie, globalement, vous faites un grand écart dans le classement de ces pays. Donc cette hétérogénéité, elle se rappelle à nous en permanence. Quand vous quittez Toulon et que vous arrivez au large de la Libye, vous avez franchi quasiment un monde en termes de développement. Quatrième chose qui fait que la Méditerranée est une grande constante, ça parlera à tous les marins, c'est le côté trait d'union. Donc trait d'union, ça veut dire quoi? Trait d'union, ça veut dire passage entre deux mondes, entre trois continents déjà, entre plusieurs civilisations, et puis sur le plan maritime, c'est un trait d'union en termes de liaison. Donc la mer a plein de caractéristiques, donc l'océan est global, lisse, continu, fluide, et la Méditerranée, ce petit segment relie deux grands océans, et puis avec une petite annexe en mer Noire. Et donc ce côté trait d'union, il fait, que vous le verrez sur la carte d'après, qu'on a un trafic qui est dense en Méditerranée. Je vous donnerai quelques chiffres après. On peut déjà retenir que l'instant où je parle, il y a à peu près 2500 bateaux en Méditerranée qui sont soit en mer, soit à quai. Donc c'est quand même très dense quand vous ramenez ça à la surface de la Méditerranée. Et puis, pareil pour les câbles sous-marins dont je vous parlerai un petit peu après. Là aussi, vous avez un côté trait d'union qui est essentiel en Méditerranée. Et donc ce côté trait d'union, il prend des manifestations différentes avec le temps, mais la constante, c'est que la Méditerranée a toujours été une liaison entre plusieurs espaces, et donc un lieu de transit. Autre caractéristique assez importante de la Méditerranée, qui n'a pas franchement évolué, c'est le côté sensible
son milieu. Donc là, je parle sensible au sens environnemental du terme, pour prendre un terme un peu moderne, mais ça a toujours été vrai. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, c'est une petite mer, 1% de l'espace maritime, et comme elle se renouvelle lentement, elle se renouvelle à peu près en un siècle. Donc, comme la Méditerranée, en plus, concentre une grande partie de la biodiversité mondiale, bon, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais globalement, on a coutume de dire que la Méditerranée regroupe entre 8 et 10% de la biodiversité mondiale, dans une petite partie de l'océan. Quand vous rajoutez à ça un côté renouvellement qui est long et pas mal de stress, que ce soit du stress notamment écologique, qui est lié à la pollution qui vient de la mer, mais surtout de la terre en Méditerranée, et bien vous avez un vrai problème de sensibilité environnementale en général en Méditerranée. Et comme on est tous riverains, mais avec des indices de développement très différents, et bien la propreté de l'eau au large de Tripoli, c'est pas franchement la même qu'au large de Toulon, et pourtant c'est la même mer et c'est très proche. Un autre point aussi, dans les constantes, c'est que la Méditerranée a toujours été une zone riche en ressources naturelles. Alors les ressources, on les découvre avec le temps, n'empêche qu'elles ont toujours été là. Je vous parlerai évidemment après de toute la problématique énergétique en Méditerranée orientale. Mais ce qui est vrai, c'est que ce soit la ressource halieutique, donc le thon rouge par exemple, ou que ce soit la ressource pétrolière qu'on trouve au nord de l'Afrique du Nord ou encore en mer Noire, ou que ce soit aujourd'hui la ressource gazière, donc la Méditerranée, c'est certes un espace de flux, mais c'est aussi un espace de stock, avec pas mal de stocks énergétiques. Juste un chiffre que vous pouvez retenir, les découvertes de gaz qui ont été faites récemment en Méditerranée orientale, donc au sud de Chypre, c'est quasiment 5000 milliards de mètres cubes. Concrètement, c'est les réserves de la Norvège, quasiment. Voilà. La Norvège qui est un grand pays également producteur de gaz. Donc ça vous donne un peu l'ordre d'idée. Et donc, cette constante de la Méditerranée qui est riche, là encore, dans cette période de l'histoire, ça ne pose pas de difficulté. Mais dans des périodes comme aujourd'hui, où vous avez un regain d'intérêt avec des équations énergétiques compliquées, dont je parlerai un petit peu après, forcément, ça crée quelques tensions. C'est aussi une zone touristique, la Méditerranée, depuis très longtemps. Et ça, pour le coup, ça n'a pas changé. On le voit bien à Marseille, on le voit également à Toulon. Quelques chiffres là-dessus. Donc, c'est la première zone touristique du monde. C'est la première zone de destination pour les navires à passagers. Et vous avez à peu près 300 millions de touristes par an en Méditerranée, dont 50% sur le littoral. Sachant que le littoral méditerranéen, globalement, c'est à peu près 150 millions de personnes, vous avez quasiment la population littorale méditerranéenne qui double tous les ans grâce au tourisme. Encore un chiffre, près de nos côtes, moi je l'ai appris récemment, je n'avais pas du tout ça en tête, entre Toulon et Menton, l'été, vous avez 40% de la grande présence mondiale. Voilà. Et là, pour le coup, c'est même pas en Méditerranée, c'est devant chez nous. Donc vous avez une concentration très forte de touristes. Et ça, c'est une grande constante en Méditerranée. Autre point, espace de migration. La migration, j'y reviendrai après, pour les affaires d'immigration illégale. Néanmoins, la Méditerranée, indépendamment des tendances actuelles, historiquement, ça a toujours été un grand espace de migration, de transfert de peuples. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je remettrai en perspective après. Espace de tension, donc forcément, qui dit petit espace avec beaucoup d'enjeux, vous avez un espace naturel de tension. Ça, il ne faut pas l'oublier, le fond de la Méditerranée est quand même jonché d'épaves liées de combats navals. Alors, on l'oublie parce que depuis quelques années, il ne s'est pas passé grand-chose, mais l'état normal de la Méditerranée en mer, c'est plutôt la guerre que la paix, quand vous regardez l'histoire sur le temps long. Que vous preniez l'époque de la marine à voile de Lépante en 1571 jusqu'à la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, et je ne parle même pas de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait de la Méditerranée ce qu'on appelle un iron bottom, donc un fond en fer. Voilà. Donc la Méditerranée a toujours été un espace de tension et de conflictualité. Et ces tensions-là, en fait, on les retrouve de manière un peu différente, j'y reviendrai après, mais ça reste une constante. Voilà, donc ça, c'est globalement, quand on regarde la Méditerranée et qu'on essaie de se dire, finalement, qu'est-ce qui ne change pas, on peut retenir à peu près ça. Alors, si on regarde quelques cartes, voilà, donc là, vous avez une première carte où j'illustre un petit peu le côté dont je vous ai parlé avant, des flux maritimes, qui est une grande constante de la Méditerranée, ce trait d'union entre plusieurs mondes. Donc, je vous ai mis quelques chiffres en haut, dont certains que j'ai déjà cités. Globalement, vous voyez tout de suite l'enjeu de ce qui se passe en Méditerranée quand vous regardez que c'est à peu près 25% du volume du trafic maritime mondial qui passe ici, alors que soit qui fait que passer ou qui parfois s'y arrête. C'est 30% du transport pétrolier maritime mondial et c'est 65% des flux énergétiques des pays de l'Union européenne qui passent en Méditerranée, que ce soit par voie maritime ou que ce soit par voie donc de transport gazier, j'y reviendrai un petit peu après. Donc là, vous avez quelques chiffres également qui parlent aussi, c'est les flux que vous avez dans les 3 points d'étranglement en Méditerranée, qui sont Gibraltar, le Bosphore et Suez.
Donc, bon, évidemment, Gibraltar, c'est large, il y a beaucoup de bateaux qui passent, on est à peu près 310 bateaux par jour. Ce qui est intéressant de voir, par contre, en termes de valeur, c'est Suez. Ça, le chef d'état-major de la marine en parle très régulièrement quand il prend la parole en public. Suez, c'est 12% du commerce mondial, c'est 30% du trafic mondial de porte-containers. Et une image qui est assez frappante, c'est qu'il passe à Suez tous les jours 250 000 conteneurs, c'est-à-dire ce que vend le marché de Rungis en un an. Voilà. Donc c'est pour vous donner le poids de Suez. Donc Suez, poumon économique de l'Égypte, mais en fait, pas que de l'Égypte, c'est aussi un poumon économique pour toute la Méditerranée et en grande partie, notamment pour l'Europe. Vous avez des grands ports en Méditerranée, évidemment le port de Marseille, qui est non seulement un port de produits pétroliers, mais également de marchandises importants, et qui est surtout, c'est le sens de la petite étoile jaune que j'ai mise, comme à Suez, qui est un lieu d'atterrissage de câbles sous-marins. Donc vous le savez sûrement, mais je vais peut-être vous le répéter pour certains, vous avez 13 câbles sous-marins qui atterrissent à Marseille, bientôt un 14e qui va arriver, et on est quasiment à 150 terabits par seconde de débit. Donc c'est le plus gros débit de Méditerranée, et c'est le miroir de ce qui se passe à Suez, où là vous avez un goulot d'étranglement, et bien vous avez un autre atterrage important qui est à Marseille. Là encore, vous voyez bien le poids de la Méditerranée en termes de trait d'union, cette fois-ci numérique, pour relier l'Europe et également la France. Autre point, dans les ports importants, Novorossiysk, on l'oublie souvent, donc ce port qui est au fond de la mer Noire, c'est le premier port russe. Hein. Quand on pense à la Russie et à la mer, on pense très vite au Grand Nord. En réalité, là où se passe le business pour les Russes, c'est à Novorossiysk. Donc je reviendrai un peu sur la mer Noire, mais quand vous savez que 2/3 de ce qui passe dans le Bosphore tourne à droite pour aller à Novorossiysk, vous comprenez tout de suite l'importance économique de cette zone-là pour la Russie. Et puis, autre exemple encore, pour vous donner un peu la dépendance d'un petit pays méditerranéen à la mer, Israël. Israël, 99% de ce qui rentre et ce qui sort en marchandises d'Israël, ça passe par la mer. Voilà. Que ce soit du côté du golfe d'Aqaba ou que ce soit du côté de la Méditerranée. Deuxième carte. Donc la carte d'avant, c'était les flux maritimes. Et puis, je vais parler également des affaires de câbles sous-marins. Là, vous avez le carrefour énergétique. Alors, quand on regarde une carte comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Globalement, on voit qu'il y a un enjeu de stock, un enjeu de flux. Donc, les stocks, vous les voyez assez rapidement. Le pétrole, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, il y a des stocks de pétrole qui sont en Afrique du Nord, qui sont exploités. Il y a quelques terminaux. On a quelques problèmes en Libye parce que depuis la guerre de 2011, tout ça a été mis un petit peu à l'arrêt. Il y a des gros enjeux économiques, notamment côté turc, de ce côté-là. Mais je ne vais pas développer, je vais surtout développer la partie gazière. Donc, vous voyez sur cette planche-là les stocks, notamment les stocks qui sont prouvés pour le coup, qu'on a en mer Noire, qui sont assez bien répartis en mer Noire. Pour le coup, ils sont rarement à cheval entre deux espaces économiques. En revanche, vous avez la situation en Médor, en Méditerranée orientale, où là, vous voyez qu'il y a plusieurs gisements qui sont parfois pour certains, comme celui de Zor, intégralement dans une ZE, et puis pour d'autres qui sont à cheval entre plusieurs ZE. Et donc, ces affaires de stock, de gaz, ça pose plusieurs questions. La première question que ça pose, c'est la question de l'exploitation et de ce qu'en font ces petits pays, dont donc Israël, l'Égypte, en fait, qui reste un petit pays en termes de consommation énergétique, ou encore Chypre, qui sont assis sur un tas d'or, mais qui n'ont pas du tout le marché intérieur pour absorber une telle quantité. Et donc, pour eux, la question, c'est est-ce que je peux l'exploiter et comment je l'exporte pour pouvoir rentabiliser mon investissement. Et donc, quand vous prononcez le mot exportation, vous avez tout de suite la question de par où on passe. Et quand vous regardez cette carte-là, vous voyez bien qu'il y a des grands pays comme la Turquie qui sont des pays pour le coup de transit historique, avec des traits qui ne sont pas en pointillés. Hein. Le pointillé, c'est pour dire que c'est un projet, et qui sont menacés de contourner. Et notamment, c'est le cas du pipeline EastMed, qui est un projet qui a été soutenu par l'Union européenne, et qui vous montre tout de suite que là, il y a un enjeu assez important pour la Turquie, qui peut se faire contourner par le sud, dès l'instant où ce pipeline sera mis en œuvre, avec un lien direct entre Chypre, la Grèce, et puis ensuite l'Union européenne. Voilà. Donc je reviendrai un peu après sur ces enjeux-là, mais tout de suite, vous voyez que quand on regarde cette carte-là, le comportement des acteurs maritimes et navals en particulier en dépend largement. Pareil en mer Noire, vous voyez bien qu'il y a l'enjeu du contournement de l'Ukraine qui est assez net, avec tous ces pipelines, que ce soit la partie Turk Stream ou la partie Blue Stream, qui d'une part font des relations entre la Turquie et la Russie, un enjeu particulier en mer Noire, alors qu'ils peuvent s'affronter plus au sud en Syrie, ils vont plutôt avoir tendance à être proches en mer Noire, justement à cause de l'enjeu gazier. Et en même temps, vous comprenez assez bien ici la problématique de l'Ukraine, qui se fait totalement contourner dans ce domaine-là. Je ne serai pas beaucoup plus long, c'était juste pour vous montrer que la Méditerranée est aussi un carrefour énergétique pour l'Europe. Donc ça, c'est les constantes.
maintenant, je vais passer aux tendances. Quand on regarde depuis 10 ans, globalement 10 ans, c'est quoi? C'est 2011. C'est l'opération Harmattan en Libye. Voilà. En fait, en 2011, on n'était pas du tout dans le même monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout s'est accéléré extrêmement vite dans le monde en général et en Méditerranée en particulier. Alors, les grandes tendances, quelles sont-elles? Bon, ce n'est pas exhaustif. Ce que je vais vous dire, c'est des tendances que nous, on observe surtout avec les lunettes de Sekhmed. La première, c'est le désengagement américain, qui ne date pas d'hier évidemment, mais qui s'est accéléré. Donc les Américains entretiennent une présence, je vous montrerai une carte après, qui est réduite à la portion congrue en Méditerranée, un état-major à Naples, quelques destroyers à Rota. Rota, c'est même pas en Méditerranée, mais c'est à l'ouvert, donc j'en parle quand même. Et puis après, c'est un espace de transit pour eux. Transit depuis l'Atlantique vers l'océan Indien, où vous avez des Carrier Strike Group ou des Mission Expeditionary Units des Marines qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Et donc, alors, il y a un contre-exemple aujourd'hui, puisque le Truman d'ailleurs, qui devait faire escale à Marseille, dommage qu'il ne l'a pas fait, qui reste un petit peu en Méditerranée, qui a mis un frein à main, parce qu'avec les enjeux actuels en Ukraine, les Américains ont besoin de prépositionner de la puissance aéronavale en Méditerranée, mais c'est très conjoncturel. Structurellement, la tendance lourde depuis 10 ans, c'est qu'au niveau mondial, ils ont pivoté vers le Pacifique, et puis au niveau local en Méditerranée, ils ne font que passer. Voilà. Et donc, ça crée un vide. Et quand vous lisez toutes les analyses, tous les gens vous disent, oui, forcément, le vide, il est comblé par qui? Et là, ce n'est pas par les Européens, il est largement plutôt comblé par les Russes d'une part et les Turcs d'autre part, sur le plan naval. Le deuxième fait majeur depuis 10 ans, c'est le retour de la Russie. Le retour de la Russie, il y a un événement majeur, c'est 2013, pour ceux qui s'en souviennent. En 2013, donc c'est la crise en Syrie pour les affaires d'armes chimiques employées vers Bachar el-Assad. La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne se disent qu'une ligne rouge a été franchie, veulent frapper, finalement ne frappent pas, parce qu'Obama se retire. Et du coup, ça crée un vide. Et là, les Russes font un jeu diplomatique parfait qui leur permet de récupérer la situation et de s'imposer durablement en Syrie. Et ce qui était conjoncturel est devenu structurel, donc maintenant ils sont très clairement implantés. Donc c'est le sens de la petite photo que je vous ai mis là, où vous avez la photo de 2 sous-marins type Kilo qui sont basés à Tartous. Voilà, donc les Russes, ils se sont bien remis en Méditerranée. Première date 2013, deuxième date 2014. J'y reviendrai après quand je parlerai un peu de la mer Noire. Donc là, vous avez, évidemment, vous savez tous la prise de la Crimée, qui est une fabuleuse rampe de lancement pour les Russes, ensuite pour ravitailler leurs points avancés en Méditerranée orientale. Et donc ce retour de la Russie, il est durable. Et ce n'est pas la résolution de la crise syrienne, peut-être demain, peut-être après-demain, qui va faire qu'ils partiront, parce qu'avec leur positionnement, ils ont un axe entre la Caspienne, la mer Noire, la Médor et la mer Rouge, qui leur va très bien, et dans lequel ils vont rester. Troisième point, qui est nouveau aussi, qui est une tendance, c'est l'activisme naval turc. Donc l'activisme naval turc, on pourra en faire des conférences entières. Je vais être très très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Turquie, historiquement, avec le traité de Lausanne en 1923, elle avait une responsabilité territoriale. Et on a laissé une responsabilité maritime à la Grèce. Donc quand vous regardez aujourd'hui le découpage des zones maritimes, vous ne comprenez pas, mais quand on vous dit l'histoire, vous comprenez vite. Vous avez quelque chose qui est totalement en défaveur, en mer en tout cas, de la Turquie, et qui est plutôt en faveur de la Grèce. Aujourd'hui, la Turquie tourne le dos au traité de Lausanne. Elle le remet en question largement. Elle a un concept pour ça qui s'appelle le concept de patrie bleue, Navi Vatan en turc. Et quand vous regardez une carte, c'est assez simple, hein, il y a un pointillé rouge en disant voilà, ça c'est la part qu'on estime être la nôtre dans un monde normal. Et donc ça c'est un discours politique, diplomatique, avec des conséquences en termes juridiques sur lesquelles je reviendrai après, mais très concrètement, en termes navals, ensuite ça s'illustre par une présence affirmée de la Turquie. C'est le sens de la petite photo que je vous ai mis en haut. Là, vous avez 2 bâtiments turcs qui escortent un bâtiment de forage, plutôt de prospection, celui-là, c'est pas du forage, c'est la prospection gazière. Voilà, donc ça c'est l'exemple type de l'activisme naval turc, qui parfois peut tourner au dérapage, comme c'était le cas en 2020 avec le Courbet. Mais cet activisme naval, c'est non seulement proche de jeu, et puis c'est également expéditionnaire, puisque, vous le verrez sur la carte après, les Turcs sont aussi au large de la Libye, où ils patrouillent, et donc ce côté expéditionnaire un peu loin de chez eux, c'est quelque chose de très nouveau, ça c'est une tendance récente. Autre point, c'est l'exacerbation des enjeux énergétiques, donc ça j'en ai déjà un peu parlé, donc je serai assez bref. Les enjeux, ils existent, ils ne sont pas nouveaux. Je vous l'ai dit avant, ça fait partie des constantes. Ce qui est nouveau, c'est l'exacerbation autour de ça. Pourquoi? Parce que les quantités sont importantes et parce que pour un pays comme la Turquie, qui en réalité n'a pas de ressources internes et a un vrai problème énergétique, parce qu'ils sont un pays de transit, mais ce n'est absolument pas un pays de production, ils ont un vrai besoin d'autonomie parce qu'ils veulent aussi leur indépendance, notamment des Russes. Et donc pour eux, ces gisements ont été découverts, c'est un enjeu énergétique hyper important.
Et donc, il y a une exacerbation autour de ça qui fait que quand vous mélangez ça avec l'activisme naval russe dont j'ai parlé un petit peu avant, autour de revendications historiques, vous avez forcément un positionnement qui se durcit avec des gens qui s'arc-boutent sur certaines positions. Et ça c'est assez nouveau en l'occurrence. L'autre point qui est assez nouveau, c'est l'instabilité chronique en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, ça n'a jamais été la zone la plus stable du monde. Pour autant, quand vous regardez l'actualité récente, bon, Algérie, Maroc, il y a des soubresauts, là c'est plutôt dans la phase mauvaise, mais vous avez quand même structurellement la Tunisie qui depuis 2011 ne s'est pas relevée, et vous avez un délitement assez important dans cette zone-là, du Maroc jusqu'à la Tunisie. Bon, donc ça on regarde quand même pas mal, vu de chez nous, parce que je vous l'ai dit au départ, la Méditerranée elle est petite. L'Afrique du Nord, c'est 24 heures de mer de chez nous, donc tout ça on regarde, surtout sur fond de réarmement naval dont je parlerai après. L'autre point qui est un peu nouveau, c'est l'importation de clivages internationaux, c'est-à-dire que la Méditerranée, c'est 22 États riverains, qui ont leurs problèmes, qui lavent parfois leur linge sale en famille, mais ce qui est nouveau depuis 10 ans, c'est que vous avez des logiques d'affrontement qui dépassent largement le bassin méditerranéen et qui s'y importent, et là qui s'y importent directement, en l'occurrence en mer. Donc vous avez deux clubs globalement que vous connaissez, qui sont des clubs idéologiques assez tranchés. Vous avez le club côté frères musulmans, donc la Turquie, le Qatar et la Libye version Gênes. Et puis de l'autre côté, vous avez le club opposé avec Égypte, Émirats arabes unis, Israël, Chypre et Grèce. Et donc ces gens-là, leur équation dépasse largement la Méditerranée, mais ils s'invitent sur le plan naval en Méditerranée. Et quand vous avez aujourd'hui des exercices qui sont montés comme Médusa, par exemple, c'est un exercice dont vous n'avez pas forcément entendu parler, et qu'on regarde beaucoup, ça c'est typiquement l'un des clans qui monte son exercice contre l'autre. Et vous avez des bateaux émiriens qui n'ont pas franchement d'intérêt direct en Méditerranée, mais qui viennent en Méditerranée, participent à ces exercices-là pour afficher leur soutien au club numéro 2 contre le club numéro 1. Autre clivage extérieur qui s'importe, qui fait souvent la une, c'est le clivage Iran-Israël. Vous avez une guerre des tankers interposée aujourd'hui en Méditerranée, parce que justement, vous avez, ça c'est la photo qui est en haut à droite, là vous avez un pétrolier donc, iranien qui mouille au large de Banias en Syrie, je parlerai un peu du ravitaillement iranien en Syrie après, qui s'est fait frapper probablement par de l'israélien. Et donc là vous avez directement la rivalité Iran-Israël qui rejaillit en Libye, en Syrie, pardon, et plus généralement en Méditerranée orientale. Autre point, l'émergence d'acteurs nouveaux. Donc là, c'est ma petite photo en bas à droite. C'est les deux terminaux de porte-containers d'Haïfa qui ont été inaugurés au mois de décembre dernier et dont l'exploitation revient à une firme de Shanghai. Voilà. Donc là, vous avez l'incarnation typique du plan qui n'est pas secret du tout, d'ailleurs, des routes de la soie et de la Belt and Road Initiative chinoise. Donc le Pirée, on connaissait tous. On connaît un peu moins Haïfa. Voilà, Haïfa, donc ils se sont installés économiquement. La mer Noire, c'est le cas aussi, même si les Russes, pour le coup, là, sont quand même très attentifs. Et vous connaissez tous donc le cycle mahanien. Alfred Mahan a déjà dit il y a des siècles qu'on commence par le commerce et puis ensuite les militaires arrivent. Ça marche à tous les coups. Donc aujourd'hui, c'est le commerce. Demain, on s'attend tous, notamment nous à Sekhmed, à voir plus de bâtiments chinois en Méditerranée, tout simplement parce qu'il y aura un intérêt économique derrière. Et de quoi j'ai pas parlé? Réarmement. Alors, trafic illicite, ça, c'est pas très nouveau non plus. En fait, on pourrait se dire, mais la Méditerranée, finalement, ça a toujours été une zone de trafic. C'est vrai. Ce qui est nouveau, et la tendance lourde, en fait, dans le trafic illicite, c'est le côté diversification et accélération sous l'effet de la mondialisation. On a souvent tendance à dire que la Méditerranée, bon, c'est un laboratoire de la mondialisation. En fait, c'est assez vrai, notamment sur les trafics illicites, où vous avez des modes d'action qui évoluent très très vite. On a tous l'image un peu caricaturale en tête du boutre en océan Indien, mais en fait en Méditerranée c'est pas du tout le cas. Ça passe beaucoup par conteneur. C'est des réseaux qui sont très bien montés, notamment pour les stupéfiants. J'ai vu que vous avez une conférence de la douane bientôt. Je pense que la douane pourra vous en parler plus avant. La petite photo que j'ai mise là, ça c'est une prise par les douaniers du Jean-François Degnaud très récemment. Mais c'est quasiment rien, quoi. C'est en mer, c'est quelques kilos, c'est sur un cas très classique. En fait, ce cas classique, c'est un contre-exemple. C'est pas du tout là où passent vraiment les gros flux. Pareil, les GoFast, la douane pourra vous en parler de ce qui se passe en Méditerranée du coup occidentale, en mer d'Alboran. Là, vous avez des modes d'action hyper évolués. On n'est plus sur un GoFast qui part un peu au doigt mouillé en pensant qu'il va passer. On est sur des gens qui allument des contre-feux, qui ont des renseignements partout. Enfin, voilà. Et donc, ce côté diversification, renforcement par la mondialisation du crime en bleu, il est assez vrai. C'est une tendance lourde. Pareil pour les armes. Je ne vais pas développer, mais bon, trafic d'armes en Libye, en Syrie.
ça aussi, c'est une tendance assez nouvelle. Et puis, le trafic d'êtres humains, ça aussi, pour le coup, c'est une tendance lourde qui est actuelle et sur laquelle je reviendrai un petit peu après. Le dernier point, et je vous montrerai une planche après dédiée, c'est le réarmement naval. Alors là, pour le coup, qui est quelque chose de nouveau. Et quand on vous en parle comme ça, vous dites, oui, bon, c'est assez inquantifiable. Quand on vous montre les chiffres, c'est ce que je vais faire, et ben vous allez vite vous rendre compte que en fait, c'est une réalité et que ça peut aller très très vite. On retrouve un climat un peu de type de ce qu'il y avait dans l'entre-deux-guerres il y a un siècle. Alors, ça, c'est une planche qui reprend un peu ce que j'ai dit, qui vous montre sur image les aspects sécuritaires en Méditerranée. Je vais les commenter assez rapidement. Donc, la première flèche noire que vous avez, donc ça, c'est les affaires de trafic d'êtres humains, donc immigration. Vous avez 3 voies que vous connaissez bien, une voie à l'ouest, une voie au milieu, une voie à l'est. Je vous ai mis le bilan 2021 en petits chiffres, je pense que vous arrivez à les lire. Voilà, donc vous avez clairement les voies qui s'équilibrent d'une année à l'autre, hein, ce n'est pas les mêmes. Pour autant, là, en ce moment, c'est la voie du milieu qui tient la corde, avec quasiment, j'ai marqué combien, 67 000, c'est une estimation bien sûr, hein, 67 000 départs. Vous avez une voie donc à l'ouest qui reste aussi assez importante. Et puis vous avez une voie à l'est qui est pour l'instant plutôt à l'endormissement, mais qui en fait ne tient qu'à la volonté de la Turquie, en l'occurrence. Voilà, donc qui est assez préoccupante, avec 4000. Et puis une petite voie aussi noire que j'ai mis de la Syrie vers Chypre, qu'on regarde pas mal, parce que Chypre c'est l'Union européenne. C'est juste à côté, et là vous avez, alors c'est assez documenté, il y a des articles assez bien faits là-dessus, une instrumentalisation totale en fait de cette immigration-là par la Turquie, justement pour emmerder, pour reprendre un terme à la mode, voilà, pour emmerder les Chypriotes. Bon. C'est un flux anecdotique, mais comme c'est juste à côté de l'Union européenne, à Chypre, on regarde quand même avec attention. Donc ça, c'est les aspects de migration. Deuxième flèche, c'est la flèche rouge. Donc la flèche rouge, c'est les trafics de drogue. Bon, c'est assez arbitraire, mais globalement, le sujet, il n'est pas vraiment en mer, comme je vous disais avant, il est beaucoup en fait dans les ports, parce que tout passe beaucoup par container. L'autre point, c'est le trafic d'armes, avec un vrai sujet donc en Libye, donc c'est le sens de l'opération Irénie, dont je vous parlerai un petit peu après, et puis également vers la Syrie aussi, notamment par les Russes. Les zones de conflit, ça, je n'y reviens pas. Donc, quand on parle de contestation, c'est-à-dire des zones où il y a un affrontement entre deux volontés, on peut en retenir 4 globalement, aujourd'hui en Méditerranée. Donc, je vais faire du nord au sud. Vous avez celle du nord, c'est la mer d'Azov, dont on parle un peu moins, parce qu'en fait, ça ne nous paraît pas nous concerner. Si on se dit, oui, mer d'Azov, c'est un peu loin. En fait, là, pour le coup, c'est un vrai hold-up hein, de la Russie. Si vous cherchez aujourd'hui une remise en cause flagrante du droit international, vous allez en mer d'Azov. Hein. C'est la Russie qui asphyxie l'Ukraine en bloquant une mer intérieure, enfin en considérant comme mer intérieure une mer qui en fait, alors on ne voit pas sur la carte, mais la grande partie du littoral à l'ouest, en fait, elle est ukrainienne en réalité. Et l'Ukraine est privée d'une communication entre deux façades maritimes. Autre zone de contestation, donc là, c'est celle du dessous, cette fois-ci, elle n'est pas forcément entre l'Ukraine et la Russie, elle est de manière plus générale entre la Russie et les pays de l'OTAN. Donc là, vous en avez l'illustration en ce moment. Quand on descend un peu au sud, l'autre zone de tension, contestation, c'est celle qui oppose les Grecs et les Turcs, qui est historique, qui revient à ce que je vous ai dit avant sur le traité de Lausanne, qui est largement mis en cause par les Turcs. Et vous verrez après sur une carte, si vous ne l'avez pas déjà vu, quand vous regardez effectivement l'îlot de Castellorizo, qui est grec devant les Turcs, en fait, ça apparaît comme une anomalie pour un œil non averti. Et puis l'autre zone de contestation, c'est celle entre les Turcs et les Chypriotes, sur laquelle je reviendrai un petit peu après, où là vous avez un enjeu également de ZEE sur fond énergétique. Voilà. Donc ça, globalement, c'est l'illustration cartographie de ce que j'ai dit. Il y a un dernier point qui est intéressant aussi, parce qu'on en parle assez peu, c'est la petite pastille orange que j'ai mis au milieu, qui est une zone de brigandage. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, dans cette partie de la Cyrénaïque, vous avez, bon ça c'était une conséquence du délitement de l'autorité centrale en Libye, c'est une affaire de clan, et vous avez une milice maritime qui s'est mise en place et qui en fait fait du rançonnage sur les bateaux, les capture, les ramène au large de Derna, et puis ensuite demande des rançons. Bon, ça ne concerne pas beaucoup de bateaux, mais c'est pile poil sur l'axe qui part de Suez et qui remonte vers le détroit de Messine, et ça peut devenir assez embêtant le jour où ça va se dilater. Voilà. Donc là vous avez aussi un exemple de pratique sécuritaire. Alors je passe à la planche suivante, qui est intéressante, celle du réarmement. Donc ça, c'est une infographie que vous avez peut-être déjà vue, qui est faite par le CESM, qui est très bien, et sur lequel le chef d'état-major de la marine revient très régulièrement quand il intervient devant des décideurs politiques. Là, c'est que la Méditerranée, mais on aurait pu faire le monde entier. Bon. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça vous montre l'évolution des flottes
en Méditerranée entre 2008 et 2030. Donc 2030, on sait à peu près ce que les gens vont construire. Donc la projection n'est pas irraisonnable. Et donc, vous avez en rouge encadré les taux de croissance. Voilà. Les taux de croissance qui sont quantitatifs, mais qui sont adossés à une augmentation qualitative hyper importante. Donc quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit que tout le monde n'augmente pas pour les mêmes raisons. Hein. Évidemment que l'Italie augmente pour des raisons qui sont essentiellement des raisons de production interne et de faire tourner son outil naval. Elle ne réarme pas parce qu'elle se sent particulièrement agressée ou parce qu'elle a envie de conquérir quelque chose. En revanche, dans d'autres pays comme l'Égypte, comme l'Algérie notamment, ou encore comme Israël ou comme la Turquie, là vous avez un vrai réarmement naval qualitatif et quantitatif qui est assez préoccupant. L'Algérie, puisque c'est un exemple que je prends parmi les autres, mais le CMM en parle souvent, c'est un redressement avec, on achète des sous-marins de dernière génération et qui sont capables aussi de tirer des missiles de croisière. Donc ça, c'est quand même, pour un pays qui jusque-là avait une marine tout à fait anecdotique, c'est quelque chose de très, et qui sait très bien s'en servir d'ailleurs, c'est quelque chose de préoccupant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on réarme aujourd'hui dans le monde? Il y a plein de raisons. Il y a une raison qui est qui est souvent une question de prise de conscience du fait maritime, donc virage thalassocratique. Alors en Méditerranée, c'est assez rare parce que les pays avaient déjà une conscience maritime, mais quand vous prenez un pays comme l'Inde, sur la Méditerranée, c'est typiquement ce qui se passe, et puis la Chine aussi. Vous pouvez réarmer aussi sur le plan naval parce que c'est une affaire d'affichage, donc de grande puissance. La Chine, par exemple, expliquer la réarme sur le plan naval, d'abord parce qu'elle considère qu'une marine, c'est un attribut de grande puissance, donc voilà, c'est un argument. Et puis la troisième raison, c'est parce que vous avez besoin de protéger les intérêts. Et donc là, c'est typiquement le cas de la Turquie, par exemple, qui estime que ses intérêts dépassent largement sa sphère territoriale, et donc elle a besoin d'aller les défendre en mer. Et donc elle développe son outil naval. Et donc les gens, finalement, ne réarment pas parce qu'ils ont peur de quelque chose, d'une menace, c'est souvent parce qu'en fait, ils ont besoin d'aller conquérir un statut ou de défendre certains intérêts. Et je reviendrai après sur les risques que ça comporte. Donc vous voyez, en Méditerranée, globalement, on est plutôt des végétariens, nous, puisqu'on se réarme à hauteur de 3,5%, ça va être ça le chiffre, avec notre LPM. Alors on a de très beaux bateaux, c'est vrai, on renouvelle bien notre outil, mais autour, vous avez plutôt des gens qui sont en train de rattraper à cadence forcée leur retard et qui sont plutôt en registre carnivore, quoi. Donc c'est tout ça qu'on regarde, et ce genre d'infographie est assez parlante. Là, vous avez une illustration de la présence, alors là c'est un peu sauté, non ça va, ça n'a pas trop sauté, de la présence militaire en Méditerranée. Quand vous prenez le cocktail, je vous ai dit enjeu, réarmement, petite mer, forcément vous avez du monde sur l'eau. Donc aujourd'hui, quand on apparaît de Toulon, quand on est au COM à Toulon, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas mal de choses en termes de présence. Donc je vais commenter d'abord ce que font les autres et puis après ce qu'on fait nous. Bon, les présences navales, je vous ai déjà parlé un petit peu des États-Unis, donc ils sont présents à Rota, qui sont présents à Naples, avec des forces qui font que passer. J'aurais pu mettre conjoncturellement aujourd'hui le groupe du Truman, mais ce sera assez éphémère. Ils sont également basés à Sigonella, où ils ont beaucoup d'avions de patrouille maritime, et globalement, ils ont des vols de manière assez intensive. Mais les bateaux de surface, il y en a assez peu. Les Britanniques, ne jamais les oublier, ils sont aussi à Gibraltar, hein, ils ont une base là-bas. Alors, ils n'ont pas grand-chose, en l'occurrence, un patrouilleur de nouvelle génération, mais ça reste pour eux un lieu de passage, la Méditerranée. Preuve en est le dernier déploiement du Queen Elizabeth, qui n'a fait que passer en Méditerranée à l'aller et au retour. Ensuite, vous avez les autres, donc les Russes, je vous en ai déjà parlé, la mer Noire, la Crimée. Je reviendrai un peu sur leur déploiement après. Les Turcs, ils sont présents sans surprise au large de Chypre, mais également, je vous l'ai déjà dit, en Libye. Et puis ensuite, vous avez nous. Alors nous, globalement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'Union européenne. L'Union européenne en Méditerranée, elle a deux grands sujets. Elle a un sujet sur la Libye et puis un sujet Frontex. Donc vous avez 3 opérations Frontex qui tournent, auxquelles on participe régulièrement. Donc une qui s'appelle Indalo en mer d'Alboran, une qui s'appelle Thémis en Méditerranée centrale et une qui s'appelle Poséidon dans la mer Égée. L'Union européenne elle a également une opération qui s'appelle Irini. Vous avez peut-être entendu parler de Sofia avant. Irini a remplacé Sofia en 2020. Et cette opération-là, c'est une opération qui est censée faire appliquer l'embargo contre les armes vers la Libye. Voilà. Avec un succès politique qui est réel, un succès opérationnel sur lequel on peut largement débattre. Mais en tout cas, la France y contribue assez régulièrement. Ensuite, vous avez l'OTAN en Méditerranée. Donc, qu'est-ce que c'est l'OTAN en Méditerranée, en mer Noire? C'est deux choses.
sur le plan naval, bon, c'est une opération de fond, Sea Guardian, dans laquelle la France s'est retirée il y a quelque temps suite à nos différends avec les Turcs, mais qui continue. Vous avez les Standing NATO Groups, donc SNMG2 et SNMCMG2, auxquels on participe régulièrement, et puis vous avez en mer Noire la Forward Presence, qui est cette opération de réassurance de l'OTAN en mer Noire, là auquel la France aussi participe de manière associée. Quand vous regardez un peu en Médor, vous avez un gros morceau qui est le morceau Chamal. Donc Chamal, c'est la version française de l'opération Inherent Resolve, qui dure depuis 2014 pour lutter contre le terrorisme islamiste au Levant, et qui continue. Et les bateaux français y contribuent en fait en permanence sur le flanc ouest par une présence maritime en Méditerranée orientale, et puis également avec des avions, mais ça je l'évoquerai un peu après. Et donc, quand j'ai dit ça, la France, globalement, où est-ce qu'on met nos pions? Donc on a un pion permanent à l'ouest, à l'est, excusez-moi, en Méditerranée orientale. Donc un minimum une frégate. Hier c'était l'Aconite, là en ce moment c'est l'Auvergne, demain ce sera la Provence. Donc, on a un battle rythme permanent de frégates en Méditerranée orientale qui sont en soutien associé à Chamal. On a également un flot de bateaux qui est plus ponctuel en mer Noire. Donc là, l'Auvergne, par exemple, va passer 21 jours en mer Noire. Oui, la mer Noire, je ne l'ai pas dit, mais quand vous y allez pas pour 3 mois. Évidemment, la Convention de Montreux de 1936 vous limite à 21 jours. Donc, de fait, quand vous n'êtes pas riverain de la mer Noire, être présent tout le temps en mer Noire, c'est pas possible. La France également est présente en Irénie, j'en ai parlé un petit peu. Et puis, vous avez le dernier carré qui sont nos approches, qu'on garde de manière assez dense. Donc ça, c'est la présence de la France navale en Méditerranée. Et donc, pour finir sur cette planche-là, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre qu'il y a quand même beaucoup d'opérations navales en Méditerranée. Parfois, on peut un peu s'y perdre. Et en fait, quand un bateau part de Toulon pour opérer en Méditerranée, une de ses préoccupations principales, ça va être de savoir finalement que font les autres autour de lui et quels sont leurs systèmes de commandement. Et c'est jamais très simple. Et vous pouvez être au même endroit, faire votre sillon dans l'eau pendant 3 mois et changer tous les 3 jours de système de commandement selon la mission que vous faites. Et donc là, il y a un enjeu de positionnement, de savoir quels renseignements vous donnez pas, à qui vous parlez pas, qui pour un commandant est pas toujours évident. Voilà. Et c'est exacerbé par le fait que la mer est petite. C'est pas du tout le cas dans l'océan Indien. Vous avez des vastes étendues maritimes où globalement et avec un paysage de commandement qui est beaucoup plus stabilisé. Voilà. Alors, je passerai vite. La Médor, un petit focus. Donc, la Médor, vous avez bien compris l'architecture. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est quoi? C'est que voilà, vous avez l'illustration graphique des flux de ravitaillement dont je vous parlais un peu avant. Donc, ce qu'on appelle au nord, c'est le Syrian Express. Le Syrian Express, c'est le flux de ravitaillement russe vers la Syrie. Donc là, ça part de la mer Noire. C'est des bâtiments amphibies qui amènent du matériel militaire à Tartous pour renforcer la présence navale, la présence russe. Et puis, c'est également du flux pétrolier qui part aussi de Novorossiysk ou de Sébastopol, qui est escorté par des bateaux russes qui passent au nord ou au sud de Chypre et qui vont là pour le coup, non pas à Tartous, mais plus au nord, à Banias ou à Latakia, pour ravitailler le régime en pétrole. Et vous avez le flux sud, ça c'est l'axe logistique iranien, qui lui ravitaille en passant par la mer Rouge, et qui se fait, ça c'est assez nouveau également, escorté par des bâtiments russes, aussi quand ils passent Suez, enfin la partie de Suez jusqu'à l'arrivée en Syrie. Donc là, vous avez ce mécanisme-là qui est permanent et qui est très bien rodé. Donc la présence française, j'en ai parlé. Point d'appui, c'est Chypre, donc Chypre, Union européenne. Point d'appui très très précieux pour nous parce que ça nous permet de monter des escales avec un très faible préavis, d'avoir un soutien technique, logistique très performant, y compris pour le porte Jean-Charles de Gaulle. Donc ça, c'est quand même très précieux. Et puis après, vous avez l'axe des problèmes du nord au sud qui est juste en face, sur lequel je vais pas m'épancher. Juste un point sur Israël, donc, qui n'a pas de zone maritime très claire, mais qui revendique un certain tampon stratégique qui est très clair pour tout le monde, voilà, qui est de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres et que j'ai matérialisé ici, et qui est sa zone d'influence, voilà, et qui garde jalousement. Et Israël, qui là-dedans également, alors ça vous le suivez dans la presse pour le coup, qui mène très régulièrement des incursions aériennes ou maritimes pour aller frapper les intérêts iraniens au Liban ou en Syrie. Et donc ça revient à la problématique d'importation de conflits extérieurs en Méditerranée, dont je parlais un petit peu avant. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette planche-là. Bon, ça, c'est une planche que vous connaissez sans doute. Là, en fait, vous avez la lecture de ce que je disais avant en termes de conflits.
Et donc, en Méditerranée orientale, si vous ne comprenez pas en fait les problèmes qui sont soulevés par cette planche-là, vous ne pouvez pas comprendre le jeu des acteurs en réalité. Donc, très simplement, tout revient à la Turquie en réalité. Donc, la Turquie, elle a plusieurs problèmes. Elle a un problème avec la Grèce, déjà. Donc, ça, c'est toute la partie qu'on va trouver à l'ouest. Et donc, le petit encadré rouge en haut, avec l'îlot de Castellorizo dont je vous parlais, ça vous montre bien la problématique. Vous avez un îlot grec juste devant chez les Turcs, qui du coup est totalement contraire dans la psyché turque au droit qu'il revendique. Et puis vous avez du coup directement en mer Égée tous les problèmes que ça soulève. Donc ensuite vous avez la problématique vis-à-vis, donc ça c'est la première partie du fer à cheval à l'ouest. Deuxième partie du fer à cheval, c'est celle qui est à l'est, donc là c'est la zone en orange, c'est celle que revendique la Turquie pour le compte de la République Chypre turque du Nord, et qu'elle considère comme étant la sienne. Et donc là, vous avez avec le deuxième partie du fer à cheval qui se referme autour de Chypre. Et donc Chypre, du coup, dès que vous avez des forages dans les différents blocs, très très vite, vous êtes dans une situation de conflit. Autre point intéressant, c'est l'accord qui a été passé en bilatéral directement entre la Turquie et le gouvernement libyen, donc qui est la partie un peu mauve, qui en fait, de facto, impose une extension de la zone turque qui n'est reconnue par personne sauf par la Turquie et le gouvernement libyen, mais qui en fait permet de poser un coin dans le flanc des Européens à la Turquie. Pourquoi? Parce que vous avez le tracé du gazoduc Ismet qui est juste en dessous, et en fait en créant ça, elle freine le processus juridique autour de Ismet. Voilà. Et donc, quand vous avez compris ça, même si je l'ai fait à très grands traits et on pourra en parler des heures, tous les bateaux gris qui flottent en Méditerranée orientale, vous comprenez tout de suite leur comportement en fonction de l'endroit où vous allez et de la manière dont vous vous comportez. Voilà. Donc, ce qui se passe en fait sur le plan juridique a une résonance directe. La mer Noire, je passe aussi assez rapidement. Donc, vous avez un découpage qui est celui-là. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que l'annexion de la Crimée par les Russes en 2014 a créé une frontière maritime directe entre l'Union européenne et la Russie, ce qui n'était pas le cas avant. Vous aviez l'Ukraine qui servait de tampon. Là, vous voyez bien, comme la Crimée a été prise, la Russie, maritimement, elle est voisine directe de la Roumanie, voilà, qui est un pays de l'Union européenne. Ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui se dit alors so what. En fait, ça veut dire que quand on parle droit de la mer en mer Noire, en fait, l'Union européenne en face d'elle, la Russie, directement, ce qu'elle n'avait pas du tout avant. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Le reste, vous voyez bien Azov, là, la mer est coupée en deux, donc l'Ukraine est incapable de passer d'une partie de son littoral à l'autre sans passer par Kerch, qui est en zone officielle, enfin en tout cas, vue des Russes, en zone russe. Ça, c'est une planche, juste pour vous montrer, en fait, pourquoi la Crimée, c'est utile pour les Russes. C'est utile pour plusieurs choses, je vais tracer bref. C'est utile parce que, c'est une plateforme de lancement, vous l'avez vu, pour ravitailler leur présence en Médor, premier point. Deuxième point, c'est un coin dans le flanc de l'OTAN, très clairement, puisque avec ce positionnement à Sébastopol, avec une flotte qui a été largement renouvelée d'ailleurs, qualitativement et quantitativement, elle est capable de surveiller tout ce qui se passe en Méditerranée, en mer Noire. D'ailleurs, l'Auvergne, quand elle rentre en mer Noire, elle a une frégate russe qui l'attend à la sortie du Bosphore et qui l'a marqué à la culotte pendant ces 21 jours. C'est qu'une manifestation de leur capacité à contrôler, mais en fait, ils peuvent contrôler bien plus qu'un simple marquage. Et puis, surtout, l'intérêt de la mer Noire, c'est que ça leur permet de prendre à revers, si on dézoome un petit peu les affaires de Donbass, où là, vous n'avez pas juste la Russie et l'Ukraine qui sont opposés à terre au Donbass, mais vous avez la Russie, en fait, qui, par revers, en fait, peut tout à fait prendre le Donbass en partant de la Crimée. Donc, en fait, c'est un atout énorme dans beaucoup de domaines pour la Russie, d'où le fait que, depuis qu'ils l'ont prise, ils ont largement modernisé cette flotte-là. Je ne vais pas donner le détail, parce qu'on n'a pas le temps, mais l'investissement qu'ils ont fait sur le plan naval est à la hauteur de l'importance qu'ils y attachent. Alors, quand on a dit tout ça, quels sont les risques? Les risques, bon, il y en a plein, mais j'en ai retenu que quelques-uns. Le premier risque qu'on regarde, c'est les affaires de remise en question de liberté de navigation. Parce que la liberté de navigation, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de naturel, comme respirer l'air qu'on respire. On se dit finalement, c'est pas très grave, la mer est grande, mais en fait, pas du tout. Et ce qui se passe depuis 10 ans, en Méditerranée, dans le monde en général, ça nous fait prendre conscience, en tout cas, quand je dis nous, sur le plan militaire, on le regarde beaucoup, du fait que c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui demain peut être largement remis en question. Et donc, dans une petite mer comme la Méditerranée, où vous avez 3 points d'étranglement qui sont le Bosphore, Suez, Gibraltar,
et où vous avez une territorialisation rampante, conférée à ce que j'ai dit avant, de ce qui se passe en Méditerranée, en fait, demain, vous pouvez avoir des flux maritimes qui sont hyper contraints, voire qui sont stoppés. Et l'Ever Given, alors ça n'a rien à voir, mais l'Ever Given qui se met en travers dans le Suez, ça vous montre bien les conséquences que ça a immédiatement sur nos économies. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, quand on l'a, on ne s'en rend pas compte, et quand on le perd, on le voit tout de suite. Et donc, il y a un vrai risque aujourd'hui avec le comportement des acteurs qui se durcit dans une petite mer, avec pas mal d'enjeux, d'avoir une remise en cause de la liberté de navigation. Et donc, ce que font les Américains en mer de Chine méridionale pour dire on veut continuer à circuler librement, en fait, on ne le fait pas de la même manière, mais c'est ce qu'on fait aussi en Méditerranée orientale. Quand on envoie une frégate en Méditerranée orientale, qui passe partout, parce que la France est partout chez elle en Méditerranée, dans la limite évidemment du droit maritime, enfin pardon, du droit de la mer, ce qui n'est pas la même chose, eh bien, en fait, c'est un signal fort qu'on envoie. Et c'est quelque chose qui est pas gratuit. L'autre risque, c'est le dérapage naval non maîtrisé. Ça c'est un vrai sujet, qui est le sujet de la capacité des marins à comprendre ce que font les autres. Bon, on a tous en tête l'épisode du Courbet en Méditerranée, juin 2020, qui aurait pu mal tourner, mais ce fameux risque d'erreur de calcul, c'est quelque chose qui n'est pas au niveau politique, mais qui est vraiment au niveau tactique. C'est-à-dire que quand vous avez deux unités qui sont près de mal en termes d'intention, vous pouvez avoir très vite un dérapage. Et les dérapages, ils vont vite. Hein. Donc HMS Defender britannique en mer Noire, Donald Cook en mer Noire, le Courbet, les Italiens et les Turcs qui s'enroulent en 2018 autour des affaires de forage. Il suffit qu'un coup peut vite partir, et donc une bouffée de violence navale aussi. Et sauf que la bouffée de violence navale, elle n'aura pas forcément des conséquences stratégiques. Mais au niveau tactique, ça peut très vite aller. Et donc ça, c'est des choses qu'on regarde aussi. Exemple que je peux vous citer, qui n'est pas dans le domaine du naval, mais qui est arrivé en 2018. Au-dessus de l'Auvergne, vous avez un F-16 turc qui shoot un Ilyushin 20 russe. Voilà. Et puis la carcasse tombe à côté de l'Auvergne. L'Auvergne est accusé au passage d'avoir tiré. Bon, finalement, on dément l'affaire et ça nous prend un peu de temps. Mais voilà, c'est ces zones de crise où les gens se reniflent un peu, ça peut dégénérer. Ça, c'est un risque. Autre risque, le terrorisme islamiste frappant en mer. Donc là, vous avez un exemple. C'est la photo qui est ici. Donc ça, c'est une roquette tirée depuis le Sinaï sur un patrouilleur égyptien. Bon. Alors, c'est fait par les terroristes, mais qui est en fait un mobile qui n'est pas terroriste, mais qui est largement, en fait, en réalité, enfin, le mode d'action terroriste, mais le mobile est largement, en fait, de revendication territoriale. Et voilà, ça, c'est en 2015, et c'est quand même assez, c'est pas si proche des côtes que ça. Flux migratoire non maîtrisé, ça, j'y reviens pas, c'est un vrai risque, mais on pourrait y revenir après. Et puis, marginalisation des Européens, ça aussi, c'est un risque. Et quand vous regardez le discours aujourd'hui qui accompagne la PFUE, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, militairement, les Européens ne soient pas marginalisés dans leurs propres approches. Or, c'est ce qui se passe en grande partie. Et quand vous voyez la carte du réarmement dont j'ai parlé avant, bah, ça augure pas forcément beaucoup de bien pour la suite. Et ce sera ma dernière planche, commandant. J'ai été un peu long, je suis navré. En guise de conclusion, donc tout ce que j'ai dit, à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'en ai déjà un peu parlé. Que font les armées françaises en Méditerranée? Et c'est Sekhmet qui leur donne leurs ordres. Donc la première chose, c'est connaître et anticiper. Alors ça, c'est un slogan, c'est une mission stratégique, connaissance et anticipation. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Concrètement, ça veut dire que la Méditerranée, elle n'a aucune profondeur stratégique. Donc si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe, en réalité, et que vous vous faites surprendre, demain, ce sera un problème chez vous. Si ça se passe en Algérie, c'est demain, et si ça se passe au Liban, c'est quelques jours plus tard. Donc il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Et donc la présence navale, elle permet ça. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une frégate bardée de capteurs au large de la Syrie, du Liban ou autre, en utilisant la liberté que vous donne la mer pour le faire, eh bien, vous êtes capable de comprendre des choses que vous ne comprenez que difficilement sinon. Pareil en mer Noire, vous n'y passez que 21 jours, mais quand vous y passez, eh bien, vous voyez et vous comprenez beaucoup de choses. Et ça vous permet de développer une vision propre de ce qui se passe et éventuellement de ne pas vous faire embarquer dans des aventures que vous ne voulez pas aller. Conférer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors là, ce n'est pas que les capteurs navals qui nous donnent ça, c'est nos capteurs nationaux en général, stratégiques, qui nous permettent de nous faire notre idée propre de ce qui se passe en Ukraine et d'ajuster notre positionnement en conséquence. Donc connaître, anticiper, c'est une grosse partie de l'effort naval en Méditerranée. Pourquoi? Parce que notamment, la mer permet d'aller un peu partout et de voir et d'écouter ce qui se passe. Bon, deuxième volet, c'est prévenir les crises. Alors comment on fait pour prévenir les crises? Alors évidemment, on ne fait pas ça tout seul avec un seul bateau, mais c'est une dynamique générale. Il y a plusieurs volets. La première, c'est la coopération internationale. Alors j'ai pas mis de carte là-dessus, mais globalement, vous prenez tous les pays de la Méditerranée, la France, sur le plan naval, coopère avec tout le monde. On est une puissance d'équilibre, comme dirait le chef d'état-major des armées. C'est très vrai en Méditerranée. On parle et on coopère avec tout le monde.
L'Auvergne, je reprends l'exemple de l'Auvergne, qui est en Méditerranée orientale, elle a à peu près travaillé avec tout le monde, y compris avec les Turcs. Y compris avec tous les pays de la mer Noire, sauf les Russes évidemment, et puis y compris avec, avec les Égyptiens, avec les Israéliens, avec à peu près tout le monde. Donc cette coopération-là, sur le plan naval et puis plus généralement sur le plan militaire, elle est facteur de stabilité. Et donc ça permet de prévenir les crises. Deuxième point, c'est le contrôle maritime. Donc tout ce qui est contrôle maritime, là je reviens à Irini. Irini, en contrôlant l'application de l'embargo, même si le résultat n'est pas forcément probant, le principe même de le faire, c'est une manière de faire baisser la température en Libye. Présence dissuasive, alors ça, c'est le cas typiquement quand on sort le groupe aéronaval, qui bientôt va partir en Méditerranée orientale. Il va faire pas mal de choses, mais sa présence, assez naturellement, est dissuasive. Et donc, quand vous dissuadez de quoi? Vous dissuadez de comportements un petit peu désinhibés. Et donc, en fait, vous contribuez directement à la stabilité et donc, vous prévenez les crises. Protéger, donc la protection. En Méditerranée, c'est nos approvisionnements, nos communications. Quand je dis nos communications, je pense évidemment notamment au câble sous-marin. Donc il y aura des annonces qui seront faites d'ici peu par la ministre des Armées là, sur tous ces sujets-là. Elle a développé une stratégie nationale des fonds marins. Je crois que vous avez une compte d'ailleurs sur les câbles bientôt, vous pourrez en parler. Bon, la marine y participe. Je ne peux pas développer ici, mais ça fait partie de notre action en faveur de la protection de nos communications. Nos approches de nos frontières, donc ça, nos approches, c'est toute la partie notamment action de l'État en mer. Défense maritime du territoire. Nos frontières, je vais parler de Frontex. Et puis le dernier point, c'est intervenir. Donc là aussi, la mer vous permet d'intervenir assez facilement. On pourrait citer toute une litanie d'opérations depuis les années 90 en Méditerranée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on peut intervenir pour protéger ou pour assister. Le dernier exemple phare, c'est l'opération Amitié au Liban en été 2020, explosion dans le port de Beyrouth. C'est par le biais, enfin, ce sont les armées qui ont apporté une aide massive aux Libanais à ce moment-là, avec notamment des PHA. Puis dans le PHA, on avait gavé le PHA de plein de choses pour notamment expertiser et reconquérir et déblayer et déminer tout ce qu'on voulait. Deuxième volet, c'est frapper. Donc frapper, il n'y a pas que Harmattan, il y a d'autres choses aussi. Chamal, c'est ce qu'on fait depuis 2014. Hamilton, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit nom, donc Hamilton, c'est la frappe de missiles de croisière, et c'est le sens de la petite photo qui est en bas à droite, faite par des frames en coopération avec des rafales de l'armée de l'air, voilà, contre le régime syrien suite à des utilisations d'armes chimiques en 2018. Et tout ça, on le fait depuis la mer. Donc, je vais m'arrêter là pour respecter le temps. Je vous ai montré le contexte, je vous ai montré nos préoccupations, qui ne sont pas exhaustives, qui sont vraiment la partie navale, et puis je vous ai dit à peu près ce qu'on faisait sur cette base-là, et j'espère avoir été intéressant, et je suis ouvert à vos questions.